Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de l'histoire et s'intéresser à l'une des cités les plus célèbres de l'Antiquité, Athènes. Donc, pour commencer, imaginez que là, votre ville, la ville dans laquelle vous vivez, elle domine toutes les autres villes autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle prend les décisions importantes, qu'elle est la plus riche et qu'elle est aussi la plus puissante. Eh bien, c'était exactement le cas d'Athènes dans la Grèce antique. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hégémonie, quand une cité ou un État domine tous les autres. Mais alors, avant d'en arriver là, comment Athènes est-elle devenue aussi puissante ? Eh bien, pour essayer de placer un commencement à cette hégémonie, même si c'est toujours forcément un peu arbitraire, parce qu'il y a toujours plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et qu'on pourrait trouver une origine avant, mais bon, on pourrait quand même dire que cette domination, elle a commencé avec les guerres médiques. Alors, les guerres médiques, ce fut une série de batailles entre les Grecs et l'Empire perse. Les Perses, à l'époque, vraiment c'était des ennemis redoutables, parce que, avant les Grecs justement, c'était vraiment eux les Perses, la superpuissance de la région. Ils avaient une armée immense et un pouvoir qui s'étendait énormément. Mais les Grecs, eux, ils avaient un autre avantage, c'est qu'ils se battaient pour défendre leurs terres, leur territoire. Ça, d'ailleurs, on le voit assez souvent au cours de l'histoire militaire. Lorsqu'un pays se bat pour se défendre plutôt que pour envahir un autre pays, eh bien souvent ça donne un très gros avantage. Et devinez qui était en première ligne dans cette lutte, eh bien c'était Athènes justement. Donc, dans cette série de conflits, les Athéniens ont remporté des victoires assez marquantes, comme à Marathon en 490 avant notre ère. Donc pour vous imaginer un peu, 10 000 Athéniens qui tiennent tête à une armée perse bien plus nombreuse. On n'a pas le nombre exact de soldats qui ont combattu, mais apparemment les forces athéniennes étaient vraiment en nombre très inférieur. Et puis on a aussi Salamine, 10 ans après, en moins 480, où là, c'est la flotte athénienne qui a piégé et qui a détruit les navires perses. Donc au début du moins, c'est grâce à ses succès militaires qu'Athènes est devenue très populaire dans le monde grec. On peut le comprendre parce que même si Athènes n'était pas toute seule dans ce conflit, eh bien les autres cités voyaient en elle une sorte de leader, un défenseur de la liberté grecque face à la menace perse. Aussi, juste un détail, mais c'en est pas vraiment un, aujourd'hui on parle de Grèce, mais l'identité grecque, conçue comme vraiment un État-nation unifié, c'est quelque chose de très contemporain. Là, dans l'Antiquité, on est vraiment dans une logique de cités-États. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont partagées entre ces cités-États, on n'a pas une nation grecque comme on l'a aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, revenons à Athènes après les guerres médiques, c'est-à-dire les guerres contre les Perses. Là, ça va devenir particulièrement intéressant parce que c'est à ce moment-là qu'un homme politique athénien, Périclès, entre en scène. Et c'est sous sa direction, au 5e siècle avant notre ère, qu'Athènes connut un véritable âge d'or. On parle d'ailleurs du siècle de Périclès comme un synonyme pour parler de l'âge d'or d'Athènes. Donc, durant cette période, la démocratie se développe en donnant par définition plus de pouvoir au peuple. Et ça, c'est vraiment une révolution pour l'époque. Un système où les citoyens participent directement aux décisions politiques, où chacun peut s'exprimer à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, ça peut paraître assez courant, mais à l'époque, c'était vraiment une idée extrêmement nouvelle. Bon, alors après, c'est vrai que la démocratie athénienne est souvent critiquée parce que les citoyens ne représentaient finalement qu'une toute petite partie du peuple, et qu'il y avait encore beaucoup d'inégalités. Mais bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, si on compare la démocratie athénienne aux démocraties contemporaines, c'est sûr que le système athénien paraît critiquable, mais il faut plutôt la comparer avec les autres systèmes politiques de l'époque. Et là, on voit que c'est vraiment une énorme avancée pour l'époque. Et ce n'est pas tout, il n'y a pas que la politique. Sous Périclès, les arts et la philosophie fleurissent aussi, ce qui fait qu'Athènes attire les plus grands penseurs, les artistes, les architectes de tout le monde grec. Entre autres, c'est l'époque où l'on construit le Parthénon, le temple qui est dédié à Athéna. Vous voyez d'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, Athéna, Athènes, parce que Athéna c'était la déesse protectrice de la cité. Donc vraiment tout ça, ça fait que à cette époque, Athènes rayonne culturellement dans tout le monde grec. Et puis, cerise sur le gâteau, pour couronner le tout, Athènes crée aussi la Ligue de Délos. La Ligue de Délos, c'est une alliance militaire entre Athènes et d'autres cités. Alors, au départ, c'était surtout pour se protéger contre les Perses. Mais très vite, Athènes a pris le contrôle de cette alliance. Et sans trop spoiler la suite, c'est là qu'il va commencer à y avoir des tensions. Parce que, du fait de son statut particulier, Athènes obligea ses alliés à payer un tribut, c'est-à-dire une sorte de taxe. Vous voyez, l'argent récolté servait à financer la flotte athénienne, mais aussi tous les grands monuments, comme le Parthénon. Et peu à peu, cette Ligue de Délos, elle est devenue un instrument de la domination athénienne sur l'ensemble du monde grec. Donc ça, c'est pour notre première partie. On a vu comment en quelques décennies, Athènes est passée du statut de simple cité à celui de véritable superpuissance dans le monde grec antique. Victoire militaire, rayonnement culturel, domination politique, vraiment, Athènes à cette époque a tous les atouts en main. Mais précisément, est-ce que c'est pas un petit peu trop ?
Donc, maintenant que l'on a vu comment Athènes en était arrivée à cette domination, on va étudier plus en détail l'apogée de cette puissance athénienne au 5e siècle avant notre ère. Ok, donc pour bien se représenter Athènes à l'époque, déjà, il faut imaginer une cité avec énormément d'activités, avec des navires qui vont et qui viennent dans le port, et qui déchargent des marchandises venues des 4 coins de la Méditerranée. Vous voyez, c'est le tableau d'Athènes à son apogée. Vraiment, ça il faut bien comprendre cet aspect maritime. Parce que c'est grâce à sa position stratégique et à sa flotte vraiment très très puissante qu'Athènes contrôlait le commerce maritime dans toute la mer Égée. Et ça fait une sorte d'effet boule de neige, parce que plus de marchandises, ça veut dire que les marchands athéniens s'enrichissent en vendant de la céramique, de l'huile d'olive, du vin, bref, tout ce que l'on peut vendre à l'époque, et Athènes devient de plus en plus prospère, ce qui fait que ça attire de plus en plus de personnes venant dans tout le monde grec. Et le cycle continue. Donc une fois qu'on a passé le port, cette prospérité, on la voit partout dans la ville. Il y a des nouveaux bâtiments qui sont construits, des temples, des théâtres, des gymnases. Alors, le plus célèbre, c'est bien sûr le Parthénon sur l'Acropole. Vous vous souvenez, on en a parlé rapidement dans la première partie. Mais il y a aussi les Propylées, qui sont cette magnifique entrée, ou encore le temple d'Athéna Niké. Et en plus d'être grandiose, tous ces bâtiments sont décorés par les plus grands artistes de l'époque. Vous voyez, c'est vraiment le centre culturel de toute la Grèce. Mais, alors ça c'est bien joli, mais on peut se demander, qui paie pour toutes ces merveilles ? Eh bien, en grande partie, ce sont les alliés d'Athènes dans la Ligue de Délos. Parce que, comme on l'a vu, ils doivent verser un tribut à Athènes, une taxe. Et donc, une partie de cet argent est utilisée pour embellir la ville. Et là, du coup, ça commence à faire un peu beaucoup. Parce que c'est un peu comme si vos voisins payaient pour refaire la décoration de votre maison. Pour vous, ok, c'est pas plus mal, mais pas sûr que ça plaise à tous vos voisins. Donc ça, déjà, c'est un premier point de dissensus. Mais, en plus de ça, Athènes ne se contente pas d'être riche et belle. Vous savez, il y a un petit truc qui commence à être assez à la mode à cette époque, et j'en parle assez souvent sur la chaîne, vous savez, c'est la philosophie. Parce que, en plus d'être un centre culturel, à cette époque, la ville devient aussi un centre intellectuel majeur, ce qui fait que les plus grands penseurs y convergent. Donc si vous êtes athénien au 5e siècle avant notre ère, vous pouvez par exemple croiser Socrate, qui arpente les rues d'Athènes et qui engage des conversations passionnées. Et puis il y a aussi les sophistes, justement les ennemis de Platon et de Socrate, ces professeurs de rhétorique qui attirent des étudiants de tout le monde grec. Et puis, il n'y a pas que la philosophie, il y a aussi le théâtre avec les pièces de Sophocle, d'Euripide, d'Aristophane. Bref, tout ça, ça fait réfléchir et puis ça fait aussi rire les Athéniens. Donc c'est vraiment une effervescence intellectuelle sans précédent jusqu'à présent. Mais le truc, c'est que justement, cette domination athénienne ne plaît pas à tout le monde. Certains de ses alliés commencent à se sentir opprimés, exploités même. Vous voyez, ils considèrent qu'ils n'ont plus leur mot à dire, ils sont obligés de suivre les ordres d'Athènes. Ce qui fait que ces tensions montent, et l'un des premiers exemples, c'est la révolte de Samos, en moins 440. Ça, c'est en quelque sorte un signe avant-coureur des problèmes qui vont se poser pour l'hégémonie athénienne dans les années qui vont suivre. Donc, maintenant que l'on a vu l'ascension assez impressionnante d'Athènes et son apogée au 5e siècle avant notre ère, on va pouvoir s'intéresser à un côté un peu moins sympa. Parce que, comme dans toute bonne histoire, il y a un retournement de situation. Et pour Athènes, ce retournement, ça s'appelle la guerre du Péloponnèse. Donc, pour bien se représenter les choses, on a d'un côté Athènes et ses alliés, qui forment donc une alliance extrêmement riche et puissante comme on l'a vu juste avant, et puis de l'autre côté, on a Sparte et les alliés du Péloponnèse, qui sont plutôt austères et militaristes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste une guerre de territoire, on a vraiment deux visions du monde opposées, deux puissances rivales qui représentent des idéaux grecs très différents. Et donc la tension monte, monte encore, et puis jusqu'à l'explosion, qui arrive en moins 431, et là c'est le début de la guerre du Péloponnèse. Mais alors, c'est quoi précisément cette guerre ? Eh bien, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons. En premier, on peut souligner la peur de Sparte face à la puissance grandissante d'Athènes. Ensuite, il y a, comme on l'a vu, le mécontentement des alliés d'Athènes, qui supportent de moins en moins l'hégémonie athénienne. Donc, la guerre du Péloponnèse, en fait, c'est un peu comme un combat de boxe entre deux poids lourds. On a d'un côté Athènes, qui semble avoir l'avantage grâce à sa flotte qui est très très puissante, mais Sparte n'est pas en reste, parce que ses soldats, les fameux hoplites spartiates, sont redoutables sur terre. Ils ont vraiment une discipline de fer et ils sont reconnus dans toute la Grèce comme des guerriers redoutables. L'un des moments où ils ont vraiment montré leur puissance et leur bravoure, c'est durant la bataille des Thermopyles, durant laquelle 300 Spartiates, sous le commandement de Léonidas, vraiment le légendaire Léonidas, se sont battus pour retenir toute l'armée perse. Mais ça, c'était avant, c'était pendant les guerres médiques, quand Athènes et Sparte étaient encore alliés. Là, pour revenir à la guerre du Péloponnèse, les deux cités vont s'affronter pendant près de 30 ans, avec des hauts et des bas de chaque côté. Mais le plus gros bas, c'est surtout en moins 415, quand Athènes commit une énorme erreur, l'expédition de Sicile. Vous voyez, en pleine guerre contre Sparte, Athènes décida d'envoyer une grande partie de sa flotte et de ses soldats en Sicile. Alors, l'objectif, c'était pas non plus absurde, parce que Syracuse c'était un point très stratégique,
Mais le résultat, c'est un désastre total. L'armée athénienne est anéantie, les navires coulés, bref, c'est vraiment un coup terrible pour Athènes. Et puis en plus, pendant ce temps-là, cerise sur le gâteau en quelque sorte, la peste sévit à Athènes, ce qui ravage complètement la cité, et puis ça conduit même à la mort de Périclès en moins 429. Et Sparte, par contre, de son côté, eh bien elle reçoit l'aide des Perses. Vous vous souvenez, les Perses, qui sont les ennemis jurés des Grecs. Eh bien là, du coup, ils en profitent, parce qu'ils voient dans l'affaiblissement d'Athènes une occasion à saisir. Ce qui fait qu'avec l'argent perse, Sparte construit une flotte qui finit par l'emporter contre les Athéniens. Et en moins 404, Athènes, affamée par le blocus et puis par la peste et puis par les années de guerre, est obligée de capituler. Et donc, un petit peu tristement, c'est comme ça qu'on en arrive à la fin de l'hégémonie athénienne. Athènes perdit sa flotte, ses possessions extérieures, son influence politique, les fortifications de la cité furent détruites, bref, ce fut vraiment une humiliation totale. Et puis, avec Athènes, c'est aussi la Ligue de Délos qui est également dissoute. Mais la nature a horreur du vide, du coup Sparte prit temporairement la place d'Athènes comme puissance dominante, mais ça dura beaucoup moins longtemps. Parce que la guerre du Péloponnèse laissa vraiment le monde grec exsangue, affaibli, en quelque sorte sans force motrice. Donc il faudra attendre quelques années, mais après quelques années, eh bien il y aura un nouvel empire qui va émerger, qui sera la Macédoine de Philippe II, et puis ensuite, et presque surtout d'ailleurs en fait, d'Alexandre le Grand. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, on en a fini avec cette petite histoire condensée de l'hégémonie et puis du déclin d'Athènes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo en histoire, mais j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et puis n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur mon Patreon. Dessus, il y a plein de fiches de révision que vous pouvez imprimer. Et puis, si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et donc, je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.